Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR. Nous sommes le mardi 5 août. On va découvrir ensemble ce qui s'est passé ces dernières heures en NBA et aussi sur la scène internationale puisque l'équipe de France disputait son premier match de préparation contre le Monténégro avant l'Eurobasket 2025. Il y aura d'autres rencontres, mais on va discuter un peu de ce qui s'y est passé tout à l'heure. Mais on va commencer par la NBA. La NBA en fin de journée hier, on a appris la prolongation pour 4 saisons de De'Aaron Fox avec les San Antonio Spurs. Le montant 229 millions de dollars, donc le max pour 4 ans supplémentaires. Donc Fox est sous contrat avec San Antonio jusqu'en 2030. Et mine de rien, c'est une forme de pression importante sur le joueur, sur la franchise, puisqu'il y a un pari qui a été fait clairement sur la réussite théorique du tandem Victor Wembanyama-De'Aaron Fox. Quand on paye un joueur autant, même s'il aura encore de la valeur, si ça ne fonctionne pas, je pense que Fox sera quand même une cible pour d'autres franchises qui pourront le récupérer. Il y a quand même une forme de pression. Les Spurs qui avaient sacrifié 3 tours de draft notamment pour le faire venir en février dernier, comme on en avait discuté déjà il y a quelques jours avec Théo et Antoine, il me semble, bah, il y a le fait qu'on n'a pas encore vu ce fameux tandem Fox-Wembanyama dans un contexte de compétitivité. Il y a eu 5 matchs ensemble. L'échantillon n'a pas permis de déceler une alchimie folle pour le moment. Mais il faut remettre en contexte, c'est-à-dire que Victor découvre sa thrombose et est obligé de déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison. Derrière Fox, qui était déjà lui aussi diminué, il décide de se faire opérer du petit doigt. Il n'y a pas eu vraiment de répétition entre les deux. Donc la réponse, ce sera pendant cette intersaison et surtout à la rentrée entre ces deux-là. Et si c'est un pari, c'est aussi parce que les Spurs ont déjà des joueurs sur ces postes-là, des jeunes joueurs, certes, moins expérimentés que De'Aaron Fox, mais il y a déjà Stephen Castle, qui est quand même le rookie de l'année en titre, et Dylan Harper, qu'ils ont drafté avec le deuxième pick il y a quelques mois, en juin dernier. Et c'est à la fois, on peut se dire, abondance de biens ne nuit pas, et ces trois-là ensemble, si Mitch Johnson arrive à bien articuler tout ça, ça fait quand même une force de frappe assez intéressante dans la conférence Ouest. Et en même temps, on peut se dire, est-ce que c'était nécessaire de chambouler ce qui pouvait être un backcourt prometteur? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'opportunités et de temps de jeu pour Harper, ne pas brider Castle? Il faut aussi espérer que De'Aaron Fox redevienne ou montre le visage qu'il avait montré à Sacramento lors de ses meilleures saisons, c'est-à-dire un All-Star indiscutable, pas très loin d'être un franchise player pour les Kings, même si d'aucuns rappelleront que Tyrese Haliburton prenait peut-être déjà ce chemin avant d'être tradé. En tout cas, on sait que c'est l'un des joueurs les plus clutch de la ligue, c'est l'un des plus rapides, un attaquant formidable. Moi, j'essaye de garder le souvenir l'image la plus positive que j'ai eue de Fox, c'était vraiment sur cette série contre les Warriors, il y a 3 ans maintenant, au premier tour, où vraiment il regarde les Warriors dans les yeux et il est incroyable, injouable. Ça s'est pas traduit par une victoire des Kings, mais c'est le moment où je l'ai trouvé le plus fort. Quel joueur on va voir maintenant? C'est un joueur qui a 21 points, 6 passes décisives en moyenne depuis le début de sa carrière. Les Spurs espéreront voir le De'Aaron Fox All-Star bien intégré. Et il y a, comme je disais tout à l'heure, une vraie pression de résultats collectifs parce que les Spurs ont envie de retrouver les playoffs, ont envie au moins de passer par le play-in. Et ce pari, cette mise, 229 millions de dollars sur 4 ans, je le rappelle, et la durée du contrat jusqu'en 2030. Encore une fois, c'est toujours un contrat qui est échangeable, il n'a que 27 ans ou 28 ans, De'Aaron Fox. Ça met une forme de pression. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne décision, si dans tous les cas c'était inévitable, et surtout si vous croyez en De'Aaron Fox, en son association avec Victor, et avec le reste de l'équipe qui se dessine à San Antonio pour la saison qui arrive. Il y a d'autres news en NBA, il y en a une qui nous vient de Shams Charania. C'est pas une information à proprement parler, on est vraiment sur de la micro-information. Shams en plateau hier expliquait que Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks continuaient d'avoir des discussions, ouvrez les guillemets, très très réelles au sujet de son avenir à Milwaukee, au sujet de la compétitivité de l'équipe cette année, de savoir si le roster était capable ou non de jouer pour gagner le titre. Alors, ils utilisent le terme mulling over, donc ils sont vraiment en train de se prendre la tête là-dessus, pas entre eux, mais de vraiment réfléchir sérieusement.
Donc il n'y a toujours pas l'assurance, même si on pensait quand même que ça allait dans ce sens-là, que Giannis Antetokounmpo sera un joueur des Milwaukee Bucks à la reprise. On imagine que oui. Je pense qu'il faudra aussi voir ce qui se passera pendant la première partie de la saison. S'il sent que l'équipe est compétitive à l'Est, ce qui est une possibilité, même avec les derniers mouvements qui ont été faits, euh, il n'y aura peut-être pas de demande de trade. A priori, ce qu'il a envie, c'est de réussir à nouveau avec Milwaukee. Mais si les Bucks sont plus dans la conversation des meilleures équipes de l'Est dès le break du All-Star Game ou dès juste avant la trade deadline, peut-être qu'il y aura à nouveau des discussions, des rumeurs. On sait que l'information la plus sérieuse ou la plus proche d'une réflexion vers un départ, c'était ça, c'était de dire que Yanis, pour la première fois de sa carrière, était ouvert à l'éventualité de quitter Milwaukee. Alors on en est assez loin. Il a répété qu'il voulait gagner avec Milwaukee. C'est simplement une information qui sort comme ça. Je pense que ça peut aussi venir de l'agent. Je pense pas que ça vienne des Bucks. En tout cas, je suis pas sûr que leur envie soit de trader Yanis, même si je sais que par exemple Théo était plutôt partisan d'une fin d'aventure. Moi, je trouvais pas ça déconnant non plus. Hein. Si l'équipe n'est plus compétitive et que Yanis est là juste pour être là, j'ai beau aimer la fidélité et apprécier quand des joueurs font toute leur carrière dans une franchise, c'était pas plus mal peut-être d'envisager une séparation. Et on est toujours à un point d'incertitude, même si la probabilité est quand même que Yanis débute la saison avec, avec les Milwaukee Bucks. Il y en a une dernière en NBA, c'est encore moins réjouissant, je veux dire. Moins réjouissant, c'est pas tellement réjouissant pour les fans des Bucks de savoir qu'Yanis réfléchit toujours à son avenir. Ça nous vient de Joel Embiid et du journaliste Brett Siegel, donc dans son post pour annoncer cette info. Il explique que le genou de Joel Embiid serait a priori en mauvais état et qu'il est probable, en tout cas que le joueur est susceptible de manquer le début du training camp. Et il y a plusieurs membres de la ligue, plusieurs acteurs de la ligue, évidemment restés anonymes, qui ont eu cette information-là, selon laquelle Joel Embiid n'est pas rétabli, son genou n'est pas encore convaincant pour lui permettre de reprendre. Et surtout, l'autre info qui découle de ça, c'est que les Sixers regretteraient amèrement de l'avoir prolongé la saison dernière. C'était malheureusement inévitable. Les doutes autour du genou de Joel Embiid sont toujours importants. Quand il avait été prolongé, on s'était dit soit ils avaient des informations sur la probable évolution positive de sa situation, de la situation autour de son genou, soit qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence d'une star, leur star, celle autour duquel le projet est construit depuis maintenant 10 ans. Moi, ça m'attriste forcément si l'information est véridique. Après, je vois pas trop l'intérêt si c'est simplement pour mal parler ou pour discréditer, je cherchais le mot Joel Embiid avant la saison. Bon, c'est pas un bon move, mais c'est une information qui fait pas plaisir à entendre. On espérait qu'avec une intersaison avec du repos, avec un genou qui a été pris en charge et traité, pardon, Joel Embiid pourrait revenir à pleine puissance ou pas loin pour le début de saison ou au moins pour le début du camp d'entraînement. Pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là et toute la saison des Sixers est suspendue à la situation de Joel Embiid et de son genou. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, les Sixers regretteraient. C'est pas très surprenant d'avoir prolongé Joel Embiid en 2024. Moi, je lui souhaite que ça aille mieux. Je lui souhaite que l'intersaison, il reste encore quand même quelques semaines avant le début du training camp, que l'intersaison sans compétition internationale ce coup-ci lui ait permis de se revigorer, que c'est peut-être une information hasardeuse. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a au sujet de Joel Embiid. Les Sixers sont dans tous les cas bloqués avec Embiid, pour le pire comme pour le meilleur. C'est-à-dire que s'il est blessé, il est toujours sous contrat et très très difficile à trader vu le salaire gigantesque qu'il va toucher. Et il y a aussi le côté Paul George où on ne sait pas s'il est encore capable de faire des saisons pleines et c'est problématique. Les deux stars qui étaient censés ramener Philadelphie vers le haut du classement sont pas sûrs d'être aptes. Paul George, il n'y a pas de nouvelles à son sujet très inquiétantes, hein, mais voilà, ton avenir et tes performances dépendent de joueurs malheureusement plus fiables physiquement. Je disais tout à l'heure qu'il y avait le premier match de l'équipe de France, le premier match de préparation avant l'Eurobasket, qui est dans quelques semaines. Après une semaine de préparation, d'entraînement en Vendée, l'équipe de France a disputé son premier match contre le Monténégro
Victoire sans surprise, victoire quand même serrée, 81 à 75 pour les Bleus. C'est des matchs de préparation, hein. Les enseignements sont toujours un peu limités. On peut toujours déceler un certain type de jeu, une certaine rotation, certaines associations de joueurs. Pour le 5 de départ, Freddy Fotoux a choisi Strazel, Rizaché, Koulibaly, Yabusele et Poirier. Ce sera peut-être pas du tout le même au prochain match ni sur les prochaines rencontres. Avec un mélange de jeunesse et d'expérience, un peu comme l'ensemble de cet effectif pour l'Eurobasket 2025. Ce qu'on peut en retenir, donc, alors les Bleus ont compté jusqu'à plus 16 points d'avance face au Monténégro, mais se sont fait reprendre petit à petit. Il y avait Nikola Vucevic en face quand même, qui marque 19 points. Il y avait Simonovic et Drobniak qui ont aidé le Monténégro à revenir dans le coup en fin de partie. Ils sont revenus assez proches au score avant que les Bleus ne remettent un petit écart sur la fin. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu un peu de tout. Il y a eu tous les joueurs ou presque ont eu leur opportunité de se montrer. Forcément, moi j'ai bien aimé, comme tout le monde je pense, la première apparition d'Alexandre Sarr, qui est sorti du banc, qui a fini avec 19 points et 4 rebonds en 14 minutes. Très actif, très agressif. Il est venu sans timidité, avec plein de confiance, et ça forcément ça lui permet de marquer des points. Il a contribué d'ailleurs en début de match, hein. Son premier passage a été assez redoutable et il a permis aux Bleus de prendre de l'avance. On peut noter l'impact positif aussi de Nadir Ifi, 14 points, Bilal Koulibaly, 10 points, Théo Malédon et Sylvain Francisco qui ont mis du rythme en deuxième mi-temps, hein, qui ont apporté leur punch habituel, qui ont marqué 7 points tous les deux. Vous l'attendiez forcément, le point Moussa Diabaté qui est apparu aussi pour sa première contribution dans cette préparation. 2 points, 1 rebond, 1 contre en 11 minutes pour Moussa Diabaté. Et les Bleus qui ont donc montré un visage assez intéressant. Les jeunes, je les ai trouvés plutôt confiants, plutôt avec l'envie de se montrer. Est-ce que ce 5-là sera renouvelé au prochain match? Je n'en suis pas particulièrement convaincu, mais ça avait le mérite d'être essayé avec le capitaine, donc faut le rappeler, Guerchen Yabusele, qui portera le brassard en succession de Nicolas Batum qui a pris sa retraite. Au final, c'est quand même l'un des derniers joueurs très expérimentés de ce groupe, qui a vécu les dernières campagnes, puisque Nicolas Batum a pris sa retraite, Nando De Colo aussi, Evan Fournier est forfait, est absent pour cette compétition. Victor Wembanyama, qui n'est pas le plus expérimenté, mais qui aurait pu, avec sa personnalité, être un capitaine, n'est pas là non plus. Donc Guerchen Yabusele va faire cette compétition comme capitaine. On verra ensuite quelles seront les rotations, quels seront un peu les choix de Freddy Fotoux autour de cette équipe. En tout cas, démarrer par une victoire, c'est toujours bien. On espère que la suite de la préparation se passera de la même manière. Et après ce premier match contre le Monténégro qui était au vent d'espace de Mouilleron le Captif, le 8 août, donc dans 3 jours, France-Grande-Bretagne du côté de Pau. Le 14 août, en Espagne, à Badalone, un Espagne-France toujours bouillant. Match retour presque, parce que ça n'aura d'amical que le nom. Le 16, 2 jours plus tard, à l'Accor Arena, toujours contre l'Espagne donc, à 21h. Et ensuite, dernier match de préparation contre la Grèce, dans une arène à définir, il me semble, avant le début de la compétition, le 28 août pour les Bleus. Vous le savez sans doute déjà, vous connaissez sans doute déjà les adversaires de l'équipe de France. La Belgique d'abord pour commencer le 28, la Slovénie de Luka Doncic, de Slim Luka le 30 août, Israël le 31 le lendemain, en Pologne, j'ai pas précisé, mais le premier tour des Bleus se dispute en Pologne. La Pologne, donc l'équipe hôte, le 2 septembre, et enfin l'Islande le 4 septembre. Avant de passer normalement aux choses sérieuses, les Bleus ne devraient pas avoir trop de mal avec ce premier tour, même s'il y a toujours des équipes embêtantes à jouer. La Slovénie, c'est évident. La Pologne à domicile, ce sera pas une mince affaire. En tout cas, on va suivre ça. On vous relatera évidemment tous les matchs de préparation, les enseignements qu'on aura tirés de ces rencontres. Sur cette note, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain matin avec Antoine pour un nouveau CQFR. Portez-vous bien, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.